En juin 2021, mes élèves de seconde en lettres ont rencontré Lydie Marlin dans le cadre d'un partenariat avec Radio Prévert. Lydie Marlin est réalisatrice, documentariste et journaliste. La première question que mes élèves lui ont posée est « Alors, qui êtes-vous » Donc, je m'appelle Lydie Marlin, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Marseille, voilà. Et donc je travaille comme journaliste, réalisatrice, intervenante d'ateliers audiovisuels en fait, ou d'éducation aux médias. J'ai plusieurs casquettes en fait, voilà. Comment avez-vous obtenu vos casquettes ? Alors j'ai d'abord une formation de journaliste. En gros, j'ai travaillé pour France Télévisions beaucoup, donc France 3, France O, en tant que pigiste, journaliste pigiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Alors, le journaliste pigiste, c'est un journaliste qui n'est pas employé en CDI, donc à plein temps par une rédaction. Et donc, ça veut dire qu'on travaille en fait à la demande de la rédaction. Racontez-nous votre expérience de jeune journaliste. Quand j'étais jeune journaliste, j'avais un mois de journalisme derrière moi. Il y a eu je vous racontais voilà, une anecdote très concrète. En fait, il y a eu un jeune en fait, qui s'était fait tuer... un accident de la route en fait qui était assez impressionnant, assez grave et qui illustrait, je m'en rappelle plus très bien, mais bon, je crois qu'il avait bu de l'alcool, voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était dans un France 3 local. Et du coup, le rédacteur en chef voulait absolument qu'on aille filmer les obsèques. Ce sur quoi... il commence à demander à des journalistes un peu chevronnés de la rédaction, et en fait, tout le monde dit non. Et la justification, c'est de dire, oui, en fait, c'est quand même des événements importants, ces obsèques, c'est pour après aborder la prévention routière, pour parler voilà, de cette problématique, de l'alcool sur la route. Dans la rédaction, tout le monde trouvait ça indécent. Donc à qui on a demandé ? On a demandé à la stagiaire du coin qui, évidemment, pouvait pas refuser, quoi. Parce que vous venez de rentrer dans une rédaction, vous voulez faire vos preuves. Voilà, c'était mon premier travail. Je sortais de l'école de journalisme. Donc oui, je l'ai fait. Et je me suis fait insulter. Et il y avait la police et on a dû reculer. Donc j'ai essayé d'être le plus discrète possible. Voilà. On a passé très peu de temps sur place pour juste dire qu'on avait fait le job, mais c'est tout, quoi. Et j'en suis pas fière. Et je pense que aujourd'hui, voilà, avec l'expérience que j'ai, aujourd'hui j'oserais dire non. Mais à l'époque, non, j'ai pas osé dire non, quoi. Mes élèves avaient visionné avant la rencontre le documentaire Barbès Bataille. C'est un petit coin du nord de Paris, apprécié des oiseaux migrateurs. Coincé entre Montmartre et les voies ferrées de la gare du Nord, Barbès est un carrefour cosmopolite qui concentre de nombreuses problématiques des quartiers populaires. L'image médiatique d'un ghetto, la surveillance à outrance de sa population, l'affluence régulière de réfugiés et l'expression publique de pratiques religieuses. Ces éléments si singuliers ne seraient-ils pas ici l'héritage d'une histoire qui n'a pas encore été écrite ? Barbès s'est construit avec les différentes vagues migratoires que la France a connues, mais a surtout été un champ de bataille unique en son genre. L'épicentre de la guerre d'Algérie en métropole, le théâtre principal de la lutte des sans-papiers, mais aussi la tête de pont d'un certain fantasme de l'invasion musulmane. Vous êtes l'auteur de Barbès Bataille ? Donc, je suis co-auteure de Barbès Bataille, donc ça veut dire que j'ai écrit et réalisé avec quelqu'un d'autre en fait, quelqu'un qui s'appelle Andrés et qui est un journaliste argentin, qui lui s'était installé dans le quartier un peu avant moi.
Donc c'est pour ça que parfois, déjà, il y a un « nous », si vous avez bien écouté la voix off. Et on pourrait croire un peu qu'on est un peu un couple, si vous voulez, qui s'est installé dans le quartier. Bon, en réalité, pas du tout. On est juste deux personnes voilà, qui avons l'amour d'un quartier. Comment l'idée de ce documentaire vous est-elle venue ? Donc, ce qu'on savait au début, c'était l'histoire. Vous avez vu, il y a 3 parties dans le documentaire, avec une partie qui est très très forte, l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'était vraiment un défi d'arriver à faire rentrer en fait 3 événements historiques d'une portée un peu nationale, ou en tout cas qui ont eu des échos sur un plan national. Dans un film de 52 minutes, bon, c'est un gros défi en soi. Donc c'est vrai que la première partie sur la guerre d'Algérie prend beaucoup de poids parce que c'est là où il y a le plus de révélations, on va dire, parce que ce sont là où les tensions en fait étaient vraiment les plus fortes en fait dans le quartier. Ça a eu le plus d'impact. Et donc ce qu'on savait avant de commencer le film, c'était on savait que voilà, il y avait eu des conflits dans le quartier liés à la guerre d'Algérie. Comment avez-vous commencé ? On a commencé quand on a commencé à faire nos recherches, que j'ai cherché des témoignages en fait en cherchant un peu dans la presse, dans des événements en fait qui avaient eu lieu dans Barbès, parce qu'il y avait déjà eu en fait des conférences de fête où ils avaient invité des anciens habitants du quartier à témoigner sur la guerre d'Algérie. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai trouvé Aïcha, qui est la dame en fait qui parle de son père qui a fait la une du journal où il était menotté. Voilà. Et donc c'est la première qui nous a dit « Ah oui, mais le 28 rue Goutte d'Or, c'était connu comme étant une cave où il y avait la torture, c'était le poste de police, et tout le monde savait que là-dedans, quand on y rentrait, on n'y ressortait pas. » Comment avez-vous obtenu les différents témoignages ? Tous les jours, on allait dans ce café qui est un ancien café à l'ancienne, comme il y avait à l'époque. En fait, on parle des anciens cafés, hôtels meublés, tout ça. Bah, c'est un café de ce style qui est resté comme ça dans son jus, en fait, de l'époque. Et en fait, on avait repéré ce gars qui venait de temps en temps, qui habite juste à côté. En fait, il habite au-dessus, quoi. On le dit pas, mais voilà, il habite juste au-dessus du café et il vient régulièrement, tout ça. Et en fait, on a attendu qu'il veuille bien nous parler, quoi. Et du jour au lendemain, on nous a dit c'est bon, Tahar, il veut bien parler, puisqu'on était copains avec le gérant du café. Et voilà, il fallait débarquer avec la caméra, et c'était one shot, hein. Après, c'était fini, quoi. On l'a filmé ce jour-là. Barbès, c'était délicat. C'était vraiment la guerre ouverte. Il y a certaines rues ici que les flics ne peuvent pas passer. Le FLN de là-bas, on m'a dit que tu dois rentrer en France parce qu'on a besoin de toi en France. Et je suis arrivé ici le 11 février 1960. Et puis alors je portais des messages, je portais des enveloppes à des grands chefs, mais moi je ne les connais pas ces chefs. Je dois remettre à quelqu'un. Je dois remettre à quelqu'un l'enveloppe. Et puis lui se démerde, moi je m'en fous. Chez moi, quand je me souviens de ce que j'ai fait, je me traite de tous les noms. Et je pleure tout seul. Avez-vous retenu tous les témoignages ? Au final, il n'y a que 10 entretiens, je crois, dans le film à peu près, autour de ce chiffre-là. Et oui, il y avait des personnes qu'on voulait faire parler, tout ça qu'on n'a pas pu, en fait, notamment sur la partie Saint-Bernard, l'histoire des sans-papiers de Saint-Bernard, voilà, où c'était un peu... voilà, on n'a pas forcément réussi. Et ce qui était très difficile, ceux, par exemple, pour qui, et il y a beaucoup de gens dans le quartier qui nous en ont parlé, en fait, c'était les femmes, en fait, ça aurait été très, très intéressant d'avoir les témoignages, par exemple, d'une femme d'origine africaine
qui nous raconte son immigration, quoi, comment elle est arrivée dans le quartier dans les années 60, comment elle s'est intégrée. Enfin, j'invente un peu un profil là, mais j'ai pas de profil type en tête. Mais par exemple, ça, c'était le type de témoignage qu'on cherchait à avoir, qu'on a vraiment beaucoup essayé d'avoir et qu'on n'a jamais réussi parce que on n'a pas réussi, quoi. Voilà, c'était difficile d'avoir la parole de certaines femmes sur le quartier. Je remercie particulièrement Stanek, Paco, Elora et Soline, élèves de première en option cinéma qui ont fait le montage images et son.